visio du tout, hein. J'ai un petit peu une chèvre. Tu peux dire aux gens à partir de la salle. Bonjour à toutes et à tous, on va commencer la prochaine conférence. Donc si vous pouvez vous asseoir sur les bancs. Donc c'est des likes aux actions vers une influence plus consciente. Donc on a tout un panel de créateurs qui vont pouvoir vous parler de eux, comment ils vont concevoir leur rôle dans l'influence. Et pour commencer, on aura Amélie Desloges de Paye ton influence qui va pouvoir aussi vous parler de tout le travail qu'elle fait pour essayer de véhiculer un peu d'autres imaginaires, peut-être d'autres rapports au bonheur, d'autres rapports au vivant à travers l'influence pour essayer d'embarquer des imaginaires collectifs plus responsables sur les sujets de l'influence. Voilà. Je vais inviter Amélie Desloges à venir sur scène. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Je vais peut-être demander aux gens de s'asseoir, ceux qui veulent écouter la conférence. Avant de demander aux créateurs de contenu de venir un peu de parler de comment justement ils intègrent un peu plus d'éthique dans leur pratique, je vais revenir un peu sur moi, mon cheminement, sur pourquoi j'ai créé Paye ton influence et quelles sont les questions que je me suis posées. Il y a deux questions principales que j'ai commencé à me poser en 2022. C'est que se passerait-il si Squeezie, Lena Situation, Inoxtag, donc les trois influenceurs français les plus suivis, s'engageaient sur les questions de transition écologique? Et surtout, que se passerait-il s'ils embarquaient leur audience dans cette transition? Ces trois influenceurs, à eux seuls, ils réunissent plusieurs millions d'abonnés, des millions de regards qui les scrutent chaque jour. Et donc, ces questions, je me les suis posées en 2022. Je les ai même posées publiquement dans une tribune. J'ai appelé les influenceurs justement à prendre conscience de leur responsabilité, à prendre conscience de leur impact et de leur pouvoir sur leur audience. Car comme on le sait tous, les influenceurs, aujourd'hui, ce ne sont pas des personnalités comme les autres. Ce sont des personnalités que l'on suit au quotidien sur les réseaux sociaux et qui ont cette capacité aujourd'hui de façonner nos imaginaires. Ils ont la capacité d'orienter les normes sociales, les comportements de consommation et surtout les modes de vie. Ils ont le pouvoir de créer de nouvelles normalités et de rendre désirables ou indésirables également certaines normes. En quelques années, ils sont finalement devenus les nouveaux architectes de nos imaginaires collectifs. Et comment cela est arrivé? Déjà, le secteur de l'influence, il est en croissance exponentielle. En 2025, il pèse près de 21 fois plus qu'en 2016. Nous passons aussi, bien sûr, beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux à les suivre. Et il y a aussi une information importante à connaître, c'est la relation parasociale. C'est cette fameuse relation de proximité, presque d'intimité que l'on va créer avec les influenceurs. Elle crée un sentiment de confiance. On donne finalement de la valeur à leurs paroles. Et le résultat, aujourd'hui, on le connaît. On écoute leurs conseils, on reproduit leur mode de vie, mais surtout, on achète. Le secteur de l'influence et les influenceurs ont la capacité beaucoup plus grande à faire acheter que la publicité classique aujourd'hui. Et bien sûr, les marques l'ont bien compris. L'influence marketing a donc un poids économique certain, un poids sur les imaginaires, mais aussi un poids culturel. On l'a vu encore il y a quelques mois avec l'ascension de l'Everest de l'influenceur Inoxtag et l'engouement qu'elle a suscité. Cette aventure a montré la puissance narrative de l'influence, sa capacité à créer des récits communs, mais surtout des récits qui sont fédérateurs aujourd'hui. Et donc, en 2022, je me suis fait deux constats. Le premier, que les influenceurs pouvaient être des vecteurs extrêmement efficaces de la transition écologique, de par leur capacité à fédérer des audiences extrêmement grandes acquises à leur cause, et notamment des audiences jeunes. 80% des 15-25 ans aujourd'hui suivent des influenceurs au quotidien. Mais je me suis également fait le constat inverse, que finalement les influenceurs les plus suivis, ceux qui ont le plus de visibilité aujourd'hui, sont d'autant plus vecteurs de modèles de consommation, de modes de vie à rebours des enjeux écologiques, avec par exemple la promotion de marques extrêmement impactantes, l'invitation permanente à la surconsommation. Autant de contenus
qui sont vus au quotidien et finalement qui freinent la prise de conscience sur les enjeux écologiques de toute une génération et qui participent aussi à envoyer des messages contradictoires à la jeunesse. Ces messages contradictoires qui entretiennent la dissonance cognitive. Aujourd'hui, on sait que les jeunes générations, notamment les 15-25 ans, sont les générations les plus sensibilisées aux enjeux écologiques, mais c'est aussi les générations qui consomment le plus d'ultra fast fashion, notamment de par ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux avec les influenceurs. Et ce pouvoir des influenceurs sur la société, sur nos modes de vie, sur les représentations, il est aussi validé par les scientifiques. En 2022, les scientifiques du GIEC ont souligné justement l'importance de mobiliser les influenceurs pour essayer de démocratiser des modes de vie plus sobres. 3 ans après, donc en 2025, qu'est-ce qui a changé? Alors oui, j'ai vu quand même qu'il y a une certaine forme de prise de conscience et de responsabilisation du secteur de l'influence sur les enjeux écologiques. Oui, des influenceurs qui sont engagés ont émergé, ont créé des nouvelles communautés autour d'eux, mais ils restent souvent confinés dans des cercles de convaincus, dans les fameuses bulles de filtre. Et l'écologie reste globalement un sujet plutôt tabou dans l'influence marketing classique auprès des gros influenceurs. Et ce ne sont pas seulement juste mes constats, ce sont aussi les constats des influenceurs eux-mêmes. Beaucoup parmi eux qui ne se revendiquent pas forcément engagés me disent directement qu'il y a un manque de compréhension des enjeux de leur part sur les questions écologiques, la peur de mal faire, de mal dire et d'être critiqués par leur audience, et surtout la conscience que l'écologie remet en question même le modèle de l'influence marketing et la définition de leur métier. Car l'influence marketing est aujourd'hui intimement liée à la consommation. Globalement, l'influence marketing, c'est de la publicité. Et quand l'écologie s'y invite, elle interroge les fondations même de ce modèle. Et pourtant, on voit que les attentes évoluent. Les audiences sont de plus en plus en attente d'engagement éthique des influenceurs, d'engagement sur les questions écologiques et surtout de cohérence. On le voit aussi avec des exemples récents. Quand Katy Perry fait un voyage dans l'espace, ce n'est plus perçu comme un exploit, mais comme un symbole de déconnexion écologique. Lorsqu'un influenceur fait la promotion de marques comme Amazon, pareil, les audiences sont critiques car l'impact de ces entreprises sont aujourd'hui extrêmement bien documentés. Les audiences sont devenues donc beaucoup plus exigeantes. Ils attendent des actes, de la sincérité et de la vraie transformation écologique de la part des influenceurs. Mais cela suppose aussi d'interroger collectivement le modèle même de l'influence marketing et plus loin le modèle même de la publicité aujourd'hui. De réfléchir ensemble aux conditions qui permettraient à l'engagement d'émerger au sein des influenceurs et des créateurs de contenu. Alors, si on revient à la question de départ, oui, l'engagement d'influenceurs ultra populaires comme Squeezie, Inoxtag ou Lena Situation pourrait fédérer, embarquer, créer des dynamiques puissantes au service de la transition écologique. Mais finalement, ne faut-il pas aussi réfléchir à qui l'on donne de la visibilité aujourd'hui? À qui l'on choisit de mettre en avant? À qui l'on choisit de façonner nos récits que nous consommons chaque jour? Et si finalement, demain, les influenceurs engagés, les influenceurs sensibilisés aux enjeux écologiques devenaient justement cette nouvelle normalité? Non plus une exception cantonnée au cercle de convaincus, mais le cœur battant de l'influence marketing. Des créateurs qui montrent d'autres manières de vivre, qui rendent indésirables des modèles délétères pour l'environnement et désirables la transition, et qui les placent finalement au sein de récits forts et de récits partagés. Alors on va maintenant justement comprendre un peu plus comment on peut aller faire cette transition écologique du secteur de l'influence, comment passer justement des likes à un engagement profond quand on est un créateur de contenu. Quels sont les freins qui empêchent cette bascule? Quels sont les leviers pour aller vers une influence plus éthique? Et pour ouvrir ce dialogue, je suis ravie d'accueillir nos 3 intervenants du jour, Mamadou Dembélé, Lucas Steb et Caroline Podlewski. Je vais les inviter à aller sur scène. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Alors avant de commencer, je vais vous demander de chacun vous décrire et dire un peu ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Mamadou, je t'en prie.
Bonjour à tous, ravi d'être là. Donc, moi, c'est Mohamed. J'ai un média digital qui s'appelle The Impact Story. L'idée, c'est de parler d'actualité et d'écologie, mais de manière positive, justement un peu à contre-courant des médias traditionnels, de la presse et de la manière dont on parle d'actualité et d'écologie tout court. Et très content d'être là. Bonjour. Ah, ça marche. Tiens. Bonjour, je suis ravie d'être là également. Moi, je suis créatrice de contenu et mannequin. Donc, je travaille dans le milieu de la mode. Et c'est vrai que le sujet dont on va parler aujourd'hui est très important par rapport à mon métier parce que c'est très compliqué d'avoir un impact écologique dans la mode avec tout ce que vous savez par rapport à l'industrie de la mode. Donc, je suis ravie d'être là et de pouvoir échanger sur ce sujet. Bonjour, ravi d'être là aussi. Moi c'est Lucas, je fais plutôt des micro-trottoirs et puis du divertissement. Donc, des questions aux gens dans la rue, je vais à la rencontre un peu des personnes. Et c'est vrai que c'est une cause aussi qui m'intéresse et où j'essaye d'en apprendre plus, quoi. Merci à tous les trois. Ce qui est intéressant justement avec vos profils, c'est que vous êtes plus ou moins engagés chacun dans la transition écologique avec voilà, un degré d'engagement qui est différent. Et du coup, vous avez chacun finalement des freins particuliers pour intégrer ces questions de transition et justement avoir une certaine forme de pertinence globale. Quels sont selon vous justement les freins pour aligner vos valeurs et votre création de contenu? Caroline? Moi, je dirais que les freins, c'est de réussir à allier nos convictions personnelles avec notre métier. Je trouve que si on n'avait pas d'exposition, on pourrait avoir un impact peut-être plus important. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de propositions qu'il faut faire le tri et parfois, les marques manquent de transparence. Ça manque de visibilité sur leur réel engagement. Il y a beaucoup de greenwashing. Les marques sont, enfin, en tout cas pour ma part dans la mode, sont pas toujours vraiment engagées. C'est parfois juste de la façade. Donc c'est compliqué d'allier mes convictions personnelles parfois avec mes collaborations ou même mes jobs en tant que mannequin. Justement, Caroline, que toi, tu avais finalement intégré la transition dans ton quotidien, Oui. mais que, comme tu le dis, la plus grande difficulté, c'était de faire transparaître en fait, ton engagement quotidien pour la transition avec tes partenariats. Est-ce que tu refuses régulièrement des partenariats pour des questions écologiques, par exemple? Oui, il y a beaucoup de marques de fast fashion ou très bon marché qui me contactent et je refuse presque directement parce que j'ai pas forcément envie de travailler avec ce genre de marques-là et de les faire perdurer et surtout en faire de la publicité. Toi, Lucas, pareil, tu n'as pas un compte qui est ouvertement engagé sur les questions de transition, tu fais plutôt du divertissement. Comment justement, comment tu as commencé à te poser des questions sur ton impact et comment aujourd'hui tu identifies les freins justement pour aller un peu plus loin vers ton engagement? Je rejoins un peu ce qui a été dit avant, c'est que en tant que créateur de contenu, pour ceux qui ne le savent pas forcément, on est amené à recevoir des mails tous les jours, des messages tous les jours. Et en fait, on doit faire le tri et souvent, ça a un manque de transparence. Donc, on reçoit des colis et puis en fait ça fait du transport de camions, ça fait du transport d'avions et nous on a aussi à notre image on a un jeu aussi, on peut intervenir en disant qu'on n'est pas intéressé forcément par ce colis et ou tout simplement moi je fais aussi un peu pour rejoindre ce que tu as dit de la course à pied donc voilà j'ai des équipements sportifs qui me suivent et là aussi c'est à notre tour à nous de râler aussi en disant ça sert à rien de nous envoyer 7 colis à des semaines d'intervalle, regroupez-les, on n'est pas à 2 jours près et envoyer un seul colis avec ce qu'on a demandé et envoyez pas des trucs inutiles qu'on mettra jamais et qui vont peut-être finir après dans une benne, quoi. Voilà. Et est-ce que du coup, depuis que tu as un peu pris conscience de ton impact, tu as fait évoluer la manière dont tu fais passer des messages ou ce que tu montres de manière globale dans ta création de contenu? Ouais, et puis je me suis instauré après un peu une ligne rouge à moi-même. Je reviens à ce que tu disais justement, les marques de fast fashion. En fait, le problème aussi actuellement, c'est qu'elles payent très cher pour avoir des créateurs, pour faire de la publicité. Et ça monte à plusieurs milliers d'euros. Donc des fois, il y a un peu cette limite aussi, parce qu'entre créateurs, ou des fois c'est des copains aussi, c'est difficile après d'évoquer le travail perso ou le travail pro. Parce que derrière moi, je ne suis pas aligné avec leurs valeurs et même pour 4 000 € ou pour 5 000 €, je ne vais pas me coucher sur un truc qui ne correspond pas à ce que moi je veux faire, quoi. On reviendra vers toi, Mohamed, dans une question. Du coup, vous deux, est-ce que votre audience, elle attend de vous une certaine forme d'éthique et d'engagement? Est-ce que vous avez l'impression, quand vous parlez d'écologie, vous recevez des critiques sur l'incohérence?
Ou finalement, votre audience est plutôt alignée avec ce que vous faites? Moi, je trouve que les audiences sont assez, enfin, en tout cas la mienne est assez réceptive à tous les messages que je peux essayer de faire passer. Récemment, j'ai fait un défi avec On est prêt sur ma petite planète et j'ai essayé de partager tous les petits défis que je pouvais faire dans mon quotidien. Et ils ont été assez réceptifs en commentant, en disant c'est génial, ou même il y avait quand même parfois des critiques en mode ah mais tu fais pas déjà ça. Ou là récemment à Paris, il y a eu une obligation de la mairie de mettre en place des bennes pour le compost. Mais ça date de janvier, elles sont effectives depuis janvier. Et donc c'est vrai que quand moi j'ai dit ah ben, je vais commencer à faire du compost parce que je peux enfin le déposer quelque part, ce qui n'était pas le cas avant, j'ai eu pas mal de critiques en me disant mais tu le fais pas déjà? J'ai dit bah, je veux bien le faire, mais je vais le mettre où mon compost après? Si c'est pour le mettre à la poubelle au final, ça sert à rien. Et en fait je trouve que on peut tous faire plein de choses, mais parfois il n'y a pas les moyens à la fin mis en place pour qu'on puisse faire passer un message qui soit cohérent in fine. Et ce que j'aime bien quand même avec nos communautés, c'est qu'elles sont réceptives. Bien qu'on ait des critiques, on peut aussi rebondir là-dessus en disant on est tous des êtres imparfaits, on essaye tous de faire notre petite part des choses pour avoir un impact écologique quand même un peu plus faible et avoir un peu moins de pollution. Et voilà, et ça nous permet de faire passer quand même des petits messages d'espoir et montrer que nous aussi, à notre échelle, on essaye d'avoir un impact positif. Et puis après aussi, nos communautés, elles suivent ce qu'on fait nous. Je pense que c'est important aussi de se représenter et puis d'être fidèle à ce qu'on veut représenter. Et voilà, moi je me suis challengé un peu sur le ton de l'humour. Voilà, j'ai décidé d'arrêter un peu de commander des Uber Eats à répétition. Et puis je me suis mis en accord avec du circuit court. Donc je me retrouvais avec des légumes et des fruits, je savais même pas ce que c'était. Donc c'est très drôle en story et en vidéo parce que je demande simplement, en fait, ça fait un échange entre ma communauté et même mes parents. Parce que je me retrouve avec un légume, je sais pas ce que c'est, je sais pas comment le cuisiner, donc je fais des recherches. Et puis même les vidéos de cuisine, c'est très drôle parce que forcément ça rate. Et puis voilà, c'est un peu ma manière à moi de l'amener un peu de manière pas trop directe et pas non plus en mode, pas dicter des choses, mais de manière très fluide et voilà quoi. Finalement, c'est parler d'écologie sans directement utiliser les éléments de langage de l'écologie, quoi, à Voilà. travers des Ouais, voilà, concepts. c'est ça, parce qu'au final, je suis pas expert dans la matière, je suis pas un scientifique, j'ai pas de quoi amener là-dessus, donc je montre juste en fait ce que je vis moi au quotidien, et puis je l'amène sous le ton de l'humour et ça passe très bien quoi. Toi, Mamad, tu es déjà engagé, tu fais du contenu engagé de sensibilisation, donc tu as un peu des freins qui sont assez différents, qui vont être plutôt sur te développer, réussir à sortir des cercles de convaincus. Comment tu arrives à les dépasser, ces freins-là? Justement, ce qu'on disait, c'était que faut arrêter de parler d'écologie parce que, en fait, à chaque fois qu'on utilise ce terme, on crée automatiquement des freins ou des blocages chez certaines personnes. Et en fait, je pense que pour certains, enfin, en fait, quand on sort des milieux écolos, on se rend vite compte que la plupart des gens, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout sensibles à ces sujets-là. Et en fait, ils voient un peu les écolos comme des témoins de Jéhovah. Enfin, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des moments, en fait, les écolos, ils sont tellement dans leur truc, ils sont convaincus, et à chaque fois, ils essayent de convaincre les autres. Et en fait, vraiment, de l'extérieur, parfois, ça peut faire un peu secte ou ça peut faire un peu peur. Et en fait, il faut toujours se mettre, je pense, à la place de l'autre et de comment on était avant de s'engager. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des gens, dans leur vie, ils ont leurs problèmes, ils sont dans leur quotidien, et en fait, ils veulent pas qu'on vienne les saouler, qu'on ait un ton moralisateur, punitif, etc. Et donc, en fait, il faut se mettre à la place des gens et il faut les embarquer sur des sujets qu'ils aiment déjà, tu vois. Et donc je pense qu'il faut, arrêter de venir avec cette forme d'écologie punitive ou autre. Il faut aussi aller sur d'autres terrains. Il faut aller sur du divertissement, il faut aller sur de la mode, il faut aller sur... Enfin, tu vois, il faut sortir des thématiques classiques de l'écologie pour convaincre les gens. Et en fait, c'est ça, il faut aller là où ils sont. Faut pas... Je pense qu'il y a une approche qui est très théorique, qui est très scientifique, où on parle d'urgence, qu'on parle de réchauffement climatique, on parle de catastrophe, on parle de tsunami, etc. Ça fonctionne, mais chez une partie des gens. Et après, on voit bien que ça fait 20-30 ans que ce discours, il n'a pas changé. Et en fait, ça veut dire que ça marche sur 5% des gens. Et après, il faut utiliser d'autres formes de discours pour convaincre les autres personnes. Et toi, justement, tu as un peu fait évoluer ton discours en comprenant ça. Est-ce que tu as fait évoluer les tons de tes vidéos, tes concepts, quand tu as compris justement que parler d'écologie frontalement et de manière plutôt négative, ça ne marchait pas forcément? Bah,
Quand j'ai commencé à me lancer sur les réseaux, j'avais déjà le constat de dire que quand on parlait d'écologie, c'était toujours la même chose, hein, c'est de manière anxiogène, catastrophiste, alarmiste. Et en fait, ça a contrasté vachement avec mon quotidien. Parce que moi, avant, je travaillais dans une boîte qui finançait des startups environnementales et sociales. Ce qui fait qu'au quotidien, je rencontrais tous les jours des solutions. Et en fait, je me dis, c'est fou, c'est un peu comme le Change Now, mais je faisais ça un peu dans la vraie vie. En fait, mon métier, c'était un peu comme, je sais pas si vous voyez l'émission Qui veut être mon associé. Je faisais ça, mais que avec des projets qui avaient un impact environnemental et social. Donc en fait, toute la journée, je rencontrais des entrepreneurs qui avaient des solutions dans l'alimentation, dans la mobilité, dans la santé, etc. Et donc en fait, moi, je voyais des solutions toute la journée, chaque semaine, tous les jours. Et quand je voyais les médias ou quand je voyais quand on parlait d'écologie, je me disais mais en fait c'est fou, on parle que des problèmes, un peu comme dans l'actualité aujourd'hui. Vous ouvrez un journal, vous regardez la télé, on va jamais vous dire que le train est arrivé à l'heure, on va vous dire plutôt il y a eu tel retard, etc. C'est la même chose dans l'écologie. Et je me suis dit mais en fait pourquoi on ne parle pas de toutes ces solutions? Et c'est comme ça que j'ai commencé à en parler sur les réseaux, en mettant en avant des solutions, des porteurs de projets, et sans forcément revendiquer un ton écologique. Et après, j'ai vu que finalement, cette approche, elle fonctionnait aussi parce qu'elle parlait à beaucoup de gens, et c'est une approche qui permet plus facilement d'embarquer les autres. Alors, dans la création de contenu, il y a la création de contenu, mais il y a aussi la question des partenariats, qui est la base du modèle économique aujourd'hui de la plupart des créateurs. Justement, toi, Mamad, étant donné que tu fais du contenu engagé, tu as une certaine forme d'attente, justement, d'avoir des partenariats qui sont totalement, finalement, pertinents avec les valeurs et les sujets que tu portes. Comment tu arrives à ne pas, justement, te faire avoir par des entreprises qui veulent faire du greenwashing à travers toi? Est-ce que tu as des critères, justement, assez stricts pour choisir tes partenariats? Alors, la première chose que je fais, au début, je recevais beaucoup de demandes de partenariat et je refusais 80% de ces demandes. Là, je pense que ça a un peu changé. Aujourd'hui, c'est 50-50. Parce que je pense qu'il y a certaines marques qui ont compris que je ne bosserai pas avec elles. Mais du coup, à chaque fois que je reçois une demande de partenariat, je pense que, on en parlait la dernière fois, mais ce que je fais, c'est que je tape le nom d'entreprise plus scandale sur Google et je regarde ce qui tombe. C'est vraiment le premier réflexe que j'ai quand je ne connais pas la boîte. Après, je fais des variantes. Je fais scandale, je fais greenwashing, je fais tout. Et vraiment, je cherche, je regarde tel article. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, quand je trouve pas grand-chose, mais que j'ai quand même un doute, je commence à adresser une liste de questions et je pose toutes ces questions à la marque. Et souvent, moi, on vient me voir souvent en me disant on a sorti une nouvelle gamme qui est recyclée, qui est écologique, etc. Et sur le papier, c'est une super chose parce que ça veut dire que l'entreprise, elle fait un pas en faveur de la transition. Mais la vraie question, c'est dans quelle proportion elle compte faire ça, dans quelle proportion elle le fait aujourd'hui et c'est quoi son horizon. Et donc là, du coup, c'est la première question que je vais poser. Je vais dire, voilà, aujourd'hui, vous en êtes où? Vous faites des coques recyclées. Ça représente combien de pourcents de votre chiffre d'affaires? Et l'ambition, c'est quoi dans 20-30 ans? Et quand l'entreprise n'a pas de réponse à ces questions, en général, je me dis que je ne vais pas bosser avec elle. Ok, bon, c'est des super conseils. Toi, Caroline, justement, tu disais que tu refusais quand même déjà certains partenariats. Comment tu arrives justement à trouver l'équilibre? Tu parlais que ça pouvait être compliqué justement de trouver un équilibre financier stable tout en intégrant de l'éthique. Est-ce que justement, comme Mamad, avant de travailler avec une marque, tu vas te renseigner? Enfin, quels sont vraiment les critères de no-go et là où tu vas être plus au cas par cas? Généralement, je suis toujours au cas par cas. Il y a des marques dont on connaît qu'elles sont pas fréquentables pour nous, les créateurs de contenu, donc on sait directement qu'on va répondre négativement. Mais sinon, globalement, comme Mamad, je fais des recherches sur les marques qui me proposent. Généralement, les marques qui me proposent des partenariats, je les connais. Parce qu'elles me proposent des partenariats parce que c'est en adéquation avec ce que je fais au quotidien. Pour les marques de mode, je suis très sélective. Je vais prendre des marques où il y a une qualité, un savoir-faire, une production la plus éco-responsable possible. Le seul souci que j'ai, c'est pour les marques de sport. Parce que comme Lucas, je fais de la course à pied. Et c'est vraiment complexe de trouver du matériel sportif qui est fait de manière le plus écologique possible, qui est fait dans des pays pas trop lointains. Il y a eu un scandale sur Decathlon récemment, justement, sur les conditions de travail de certains salariés. C'est vraiment le problème, c'est que dans le milieu sportif, je trouve qu'on est un peu en retard par rapport à ça. La conception peut être faite en France, mais toutes les chaînes de production, elles vont être faites à l'étranger et souvent en Asie.
Et pour les marques qui vont être faites en Europe, il manque de technicité encore, on manque de développement et on est sur des prix extrêmement hauts. Donc en fait, on n'est pas très accessible. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'essaye de promouvoir sur mes réseaux, c'est quand même l'accessibilité. Parce que c'est bien beau de dire, tiens, cette marque, elle est géniale, ils font des produits à 2 pas de chez nous et ils sont géniaux. Mais si on ne peut pas se les acheter parce que c'est hors de prix ou pas cohérent avec l'utilisation, ça ne sert à rien d'en faire la promotion sur les réseaux. Et justement, est-ce que comme Mamad, tu vas te poser des questions? Est-ce que tu vas potentiellement, je sais pas, aller voir des agences, d'autres créateurs de contenu pour essayer de savoir si oui ou non tu veux travailler avec une marque, ou est-ce que finalement tu fais le travail toi-même? Généralement, je les démarche moi-même. J'attends pas trop qu'on me démarche parce que j'aime bien avoir le contrôle là-dessus, parce que parfois il y a des sujets sur lesquels je veux parler, il y a des marques dont j'aimerais découvrir leur univers et donc du coup je vais les démarcher. Et c'est vrai que les démarchages que je reçois, presque 50% du temps, je les refuse parce que soit c'est pas vers là où j'ai envie d'aller, soit ça correspond pas à mon mode de vie et ça va être, comme disait Lucas, quelque chose que je vais pas savoir quoi faire et que c'est dommage de devoir le donner ou juste en faire la promotion et pas en avoir réellement l'utilité. Toi, Lucas, justement, comment tu fais quand tu reçois des demandes de partenariat? Est-ce que directement tu vas te renseigner sur la marque, aller demander à ton agence ou à d'autres créateurs si ça vaut le coup de travailler avec la marque? Enfin, quel est un peu ton mode opératoire là-dessus? Après, moi, j'ai souvent des agences en fait qui viennent et qui représentent une marque. Et ces agences-là, je les connais, j'ai l'habitude de bosser avec eux. Donc en général, déjà, ils ne me proposent pas trop des trucs qui ne correspondent pas à mon univers. Mais après, je rentre quand même un peu dans cette même problématique, notamment au niveau du sport, où c'est du matériel coûteux, onéreux sur le long terme. Surtout si on veut entamer du sport entre parenthèses à haut niveau, où on s'entraîne au moins 4 à 5 fois par semaine. On a besoin de ce matériel. Et souvent aussi, les grosses enseignes ou grosses marques de sport sont souvent partenaires ou financent les courses ou les compétitions auxquelles on veut participer. Donc derrière, on se retrouve avec cette problématique et un choix où forcément on doit mettre en avant la marque parce qu'on participe à cet événement-là où on est invité. Mais derrière, il faut aussi que ça respecte ce qu'on veut transmettre comme message. Et moi, je sais que j'échange pas mal avec les personnes qui me demandent. Souvent, il y a la problématique des chaussures parce que ça coûte très vite cher maintenant, les chaussures de running. On est à 180-200 € les paires. Et souvent, j'ai des messages en mode « Est-ce que tu recommandes tel modèle ou autre ?» Déjà, je leur demande, allez voir dans une boutique et est-ce que c'est utile d'acheter cette paire? Est-ce que vous ne pouvez pas trouver moins cher? Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Si vous avez encore une paire chez vous, ça ne sert à rien d'en avoir 4 différentes, en sachant que moi je les ai parce que j'en ai besoin sur toute la saison. C'est pas la peine d'avoir 4 paires chez vous si vous courez une fois par semaine, quoi. Peut-être Vas-y. un truc à rajouter là-dessus, c'est que faut pas oublier que le modèle économique des créateurs de contenu, il dépend vraiment des marques. En fait, sans marque, il n'y a pas de créateur de contenu. En fait, quand on est dans une entreprise, on travaille, on a son salaire qui tombe tous les mois. En fait, quand on est créateur de contenu, en fait, tous les mois, on doit faire des collaborations commerciales parce que sinon, on n'a pas de salaire. Ce qui fait que du coup, il y a cette tension qui est assez complexe parce que je pense que dans l'absolu, la majorité des gens aimeraient bosser avec des marques engagées. Enfin, je pense que tout le monde aime donner du sens à son travail et à ce qu'il fait. Mais le problème, c'est que les marques engagées sont celles qui ont malheureusement le moins de budget. Et quand je dis ça, j'essaye pas de défendre ceux qui bossent avec des grosses marques qui sont nocives pour la planète, mais j'essaye juste de dire qu'il y a une tension et que c'est ça qui fait que c'est assez compliqué quand même pour les créateurs de contenu de pas toujours collaborer qu'avec des marques vertueuses. Et je pense que ça aussi, il faut l'avoir en tête. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, en fait, il y a des créateurs de contenu qui vont bosser avec certaines marques parce que justement, ils sont obligés de se nourrir, quoi. Mais voilà, une fois de plus, je n'essaie pas de dire que c'est bien, que c'est pas bien, mais il faut garder ça en tête. Oui, bien sûr, ça pose la question finalement de cette dépendance aux marques et de comment potentiellement on pourrait trouver un modèle au niveau de la Creators Economy pour justement s'émanciper de cette dépendance aux marques. On va parler maintenant de justement comment on peut aller embarquer un peu plus le secteur de l'influence vers plus d'engagement. Donc vous avez tous finalement
Vous êtes tous plus ou moins engagés avec des radicalités différentes, mais vous avez tous un point commun, vous avez fait une résidence On est prêt, donc une résidence à destination des influenceurs pour justement les sensibiliser aux enjeux écologiques. Caroline et Lucas, donc vous avez été sensibilisés, parce que de base vous ne l'étiez pas forcément beaucoup. Qu'est-ce que vous en avez retiré de ces résidences, notamment sur le fait de réussir à embarquer les influenceurs entre eux justement dans cette transition? Déjà, moi, j'y suis allée dans un but vraiment de découverte, parce que je me suis dit, je ne sais pas du tout ce que je vais en retirer de cette résidence, mais c'est Mamad d'ailleurs qui m'a mis en relation avec On est prêt, parce qu'on se connaissait déjà avant. Et j'y suis allée avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi, je ne savais absolument pas ce que j'allais y trouver. Donc, arrivée à la résidence, j'ai appris qu'on allait faire toute la résidence sur le plastique, donc c'était sur 2 jours. Et pendant 2 jours, on a parlé que de plastique. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une conscience de notre consommation de plastique et de la pollution, mais pas autant poussée que la réalité. Parce que je pense qu'on a tous besoin d'avoir peut-être plus d'informations. Je trouve que l'accès à l'information, elle est un peu biaisée parce qu'on entend plein de choses, mais on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux. Et ce qui m'a le plus marqué, moi, pendant cette résidence, c'est le fait qu'on passe, par exemple, je prends un exemple tout bête, c'est les gobelets en plastique, des gobelets en plastique jetables aux gobelets en carton pelliculé jetable. Et en fait, in fine, on nous a dit que c'était presque plus polluant les gobelets en carton pelliculé, parce qu'en fait, ils ne pouvaient absolument pas être recyclés comparé au plastique, parce que c'était un monomatériau. Et ça, c'est vrai que dans nos consciences, on se dit « Ah ben moi, j'utilise un gobelet en papier, donc je suis plus écologique ». Et en fait, pas du tout, au final. Donc c'est vrai que ça nous a amené plein de petites choses hyper intéressantes qu'on a pu retransmettre à notre communauté et ça nous a permis d'apprendre vraiment plein de choses sur le circuit du plastique et j'ai trouvé ça hyper intéressant et pour moi personnellement et pour aussi plus tard pouvoir avoir peut-être une parole un peu plus claire sur ces enjeux-là. Bah moi je rejoins un petit peu aussi, c'était également sur le plastique, c'était pas en même temps, mais j'ai pris une énorme claque. J'ai appris beaucoup de choses, notamment en fait sur le plastique se recycle très mal. Et du coup, moi j'ai pété un crâne. J'ai pété mon crâne, j'ai changé toute ma consommation. J'ai que des tubes en verre. Maintenant, je suis devenu un vrai bobo. Hein. Donc j'ai des petits bocaux en verre, des tubes en verre. J'ai changé mes poêles, mes casseroles. Et puis j'ai tout ce qui est bouteilles aussi. J'ai plus de plastique. C'est des bouteilles de consigne qu'on vient chercher et qu'on me ramène. Je vous ai dit, je suis allé au bout du challenge. Et j'ai envoyé aussi d'autres créateurs faire ces résidences-là pour en apprendre parce que je reviens à ce que disait Mamad, ça sert à rien en fait d'aller sur le ton du négatif. En fait, il faut tester, il faut le vivre. Et je pense que toi, c'était pareil aussi. J'étais avec des créateurs de contenu que j'avais jamais vus. Et on a tissé en fait pendant 2-3 jours un lien très fort en fait. On se connaissait pas et on parlait de causes qu'on ne connaissait pas non plus. On nous a vachement rassurés parce que moi, du coup, je me sentais pas légitime à parler de plastique, à parler d'écologie parce que je ne savais pas comment l'aborder. Et puis voilà, en tant que créateur de contenu, on est aussi consommateur par les colis, par les collaborations qu'on fait et je me sentais un peu démuni. On nous a rassurés en disant que si tout le monde pensait comme ça, on n'avançait pas. Donc du coup, voilà, j'ai fait mon petit pétage de crâne. Donc ça fonctionne finalement. Ça fonctionne. Toi, Mamad, tu étais dans la même résidence que Caroline, donc tu étais déjà particulièrement engagée quand tu l'as fait. Comment justement tu vois cet enjeu d'aller faire se rencontrer des influenceurs qui ne seraient pas engagés avec des influenceurs engagés pour montrer finalement qu'il y a une voie possible vers plus d'éthique? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a semblé important? Enfin, comment toi t'es ressorti de la résidence? Effectivement, ce qui est intéressant avec les créateurs de contenu, c'est qu'ils ont beaucoup d'audience et que justement, de manière directe ou indirecte, ils arrivent à influencer certains comportements. Et donc, moi, je crois beaucoup à cette influence, mais qui vient des créateurs de contenu, mais en fait, qui vient d'un sens beaucoup plus global, qui est celui des œuvres culturelles, que ce soit les films, les séries, l'influence. Et pour vous donner des exemples, pour vous dire que c'est très très concret, l'influence et les récits, si on prend des exemples de séries, donc par exemple Le Bureau des légendes, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu Le Bureau des légendes, ça vous parle ou pas? Vous n'êtes pas très réactif. Qui connaît Le Bureau des légendes? Levez la main. Voilà, ok. Typiquement, Le Bureau des légendes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série où on suit un membre de la DGSE, donc les services de secret français. Cette série, ça a été un énorme carton en France. Et en fait, ce qu'on a remarqué après la diffusion de cette série, c'est que le nombre de candidatures à la DGSE a augmenté de 80%. Donc en fait, cet exemple
il montre qu'à travers une œuvre culturelle, on peut influencer justement des comportements. Deuxième exemple, le jeu de la dame, donc Queen Gambit, c'est une série sur Netflix où on suit une championne d'échecs. Cette série, ça a été pareil, un carton international, ça fait des millions de vues. Après la diffusion de cette série, le nombre de jeux d'échecs qui a été vendu, ça a augmenté de 500%. C'était impossible de retrouver des jeux d'échecs aux États-Unis, de trouver des livres qui parlaient de ça. Et dernier exemple, la série 24 heures chrono, il y a des études qui ont montré qu'elle avait eu une influence sur l'élection de Barack Obama. Parce qu'en fait, dans cette série, on voyait, c'est pareil, c'était une série qui a fait un carton des millions de vues. En fait, on voyait un président américain qui était noir. Et comme en fait, les Américains, pendant 5 ans, ils ont vu cette représentation, ils se sont dit, en fait, quelque part, c'est possible, c'est quelque chose qu'on a vu dans la série. Et donc tout ça pour dire que l'influence, les récits, que ce soit des livres, que ce soit des influenceurs ou autres, ça permet vraiment de changer des comportements. Et donc le fait de faire en sorte que des créateurs de contenu puissent se rencontrer, eux les influencer et qui eux ensuite puissent influencer d'autres personnes, mais vraiment à travers des stories, à travers vraiment des choses qui peuvent paraître banales, mais au final la banalité c'est ce qui permet de transformer parfois les esprits. Et justement, sur ces liens entre les influenceurs, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu justement d'apprentissage aussi entre pairs, de pouvoir aussi potentiellement avoir des nouveaux modèles finalement d'influenceurs qui vont avoir plus de visibilité? Est-ce que vous, avant, notamment, je parle à Caroline et Lucas, est-ce que vous, avant la résidence On est prêt, vous suiviez des influenceurs engagés? Est-ce que vous aviez un peu des représentations différentes que des influenceurs classiques qu'on peut voir sur les réseaux? Mais moi, je suivais juste Mamad en vrai. Et je l'ai suivi, il venait à peine de commencer. J'adorais ce qu'il faisait. On s'était même rencontrés avant et c'est comme ça qu'on se connaissait. Mais non, j'en suivais pas forcément avant toi. Mamad, tu as été le premier que j'ai commencé à suivre. Et je suis super contente d'avoir pu voir tes contenus parce que je trouve que ça a changé quelque chose dans le côté positif et pas moralisateur, justement. Et c'est ce qui me dérangeait justement dans l'influence un peu écologique, c'est que souvent c'était il faut faire ça et pas ça parce que c'est mal. Et en fait, je trouve que, comme dit Mamad, il faut le voir différemment. Il n'y a pas quelque chose qui est bien, pas quelque chose qui est mal. On a tous des raisons et il faut juste faire le mieux qu'on peut et avoir la conscience de ce qu'on fait, si c'est bien ou si c'est pas bien. mais j'ai trouvé ça top de pouvoir voir d'autres personnes qui étaient comme moi un petit peu larguées et pas du tout alerte sur tous ces sujets et n'ayant pas une connaissance hyper précise. Et on se sentait un petit peu moins seul et un petit peu plus légitime d'en parler parce qu'en fait on n'était pas seul à se sentir pas légitime. Ouais, je rejoins un petit peu, je le suivais juste lui aussi. Mais en fait, ça nous a appris que on n'est pas seul dans cette situation-là, qu'on soit créateur de contenu ou non d'ailleurs, hein, et que plutôt que d'être toujours en y allant en reculant, je perds mes mots, hein, plutôt faut les encourager, que ce soit des créateurs de contenu, vos proches, vos potes, tous ceux qui commencent à faire quelque chose, plutôt que de les critiquer, en fait, encouragez-les. Et puis si vous avez envie d'échanger là-dessus, c'est un sujet très intéressant, mais je pense qu'il faut en parler en fait. Peut-être pour ajouter un truc, au-delà de dire c'est bien, c'est pas bien, dans l'écologie, en fait, il y a plusieurs personas. Moi, quand on parlait d'écologie au tout début, je pensais aux abeilles, aux ours polaires, etc. Et en fait, moi, ça m'a jamais touché ce discours parce que en fait, j'ai grandi au milieu du béton, donc en fait, j'étais pas proche de la nature. Et ce discours porté uniquement sur la nature, sur la biodiversité, ça me touchait pas. Et je pense qu'il y a plein de gens que ça touche pas. En revanche, quand j'ai compris que justement, quand on m'a parlé de l'écologie sous le prisme des inégalités sociales, quand j'ai compris qu'il y avait 10 ans d'espérance de vie entre quelqu'un qui vit à côté du périph' et quelqu'un qui vit au centre d'une ville, en fait, tout de suite, j'ai mesuré l'injustice, parce que moi, les injustices sociales, c'est plutôt quelque chose qui m'animait. J'étais beaucoup plus sensible aux injustices sociales de par mon parcours. Et tout de suite, en fait, je suis entré dans l'écologie via cette voie-là. Il y en a d'autres, on va leur parler de consommer local. Typiquement, consommer local, en fait, c'est une autre voie pour parler d'écologie. Donc en fait, voilà, il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs voies différentes. Et ce qui est fou dans l'écologie, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça concerne qu'une partie de la population, alors qu'en fait, ça concerne tout le monde. Et deux, il y a toutes les manières possibles de parler d'écologie.
Et en fait, on peut tous se retrouver là-dedans, que ce soit dans la santé typiquement, que ce soit dans la qualité de l'air, parce qu'en fait, on respire tous le même air jusqu'à la preuve du contraire. Donc en fait, voilà, en fait, il y a différents discours dans l'écologie à adopter aujourd'hui, et je pense que c'est ça qui manque, c'est proposer différents narratifs et différents discours. Merci beaucoup. On va arriver au mot de la fin. Est-ce que vous pourriez chacun en 30 secondes dire justement comment on pourrait aller vers une influence un peu plus engagée et essayer justement de dynamiser cette transition des influenceurs en France? Mais je pense qu'il faut juste se sentir légitime, même si on a peur de s'exprimer là-dessus et de montrer un petit peu notre quotidien et nos petites actions. Et c'est ce qui va faire que par mimétisme, on va tous y mettre notre petite pierre à l'édifice et peut-être apprendre de nouvelles choses. Ouais, c'est ça, je pense qu'on a chacun notre mot à dire et qu'il faut juste influencer, mais dans le bon sens, et oser entreprendre quelque chose, et après les gens vont suivre. C'est toujours le premier pas qui est le plus dur, et après, en général, ça s'enchaîne, quoi. Ah oui. Moi, je pense que faut. C'était quoi la question déjà? Pardon. C'était comment on embarque vers une influence plus responsable l'ensemble du secteur? Je pense qu'il faut sortir du concept là, de pureté militante. C'est-à-dire que, en fait, faut s'engager chacun dans ce qu'on peut faire de mieux. En fait, la question, c'est d'où je pars, où je vais. Et donc voilà, on a tous une forme de destination finale. Et en fait, voilà, faut sortir de ce concept de pureté, il faut s'engager, il faut essayer de s'améliorer constamment sans forcément se dire que tout est foutu, quoi. Merci à vous trois pour vos retours éclairants. Je pense qu'on peut les applaudir. La conférence est terminée, mais je vous invite à les suivre. Peut-être vous pouvez dire chacun vos réseaux sociaux pour qu'on puisse un peu mieux vous connaître. Ah oui, c'est écrit. C'est écrit, ouais. Bon, bah, c'est parfait. Merci beaucoup.